Bienvenue sur Géopolitis. Faut-il parler d'une nouvelle guerre froide, d'un possible affrontement de type politique, militaire, économique entre la Russie de Poutine et les États-Unis d'Obama? Crimée, Ukraine, Syrie, OTAN, les points de friction ne manquent pas entre les deux grandes puissances, enfin disons entre l'Amérique qui a du mal à conserver son leadership et une Russie qui cherche à revenir sur le devant de la scène mondiale. Certes non, on n'est pas revenu au temps glaciaire et aux rapports tout aussi glaciaux de la guerre froide entre 1945 et 1991. Les problèmes actuels ne sont plus d'ordre ou d'essence idéologique. Ils sont de nature géopolitique, plus précisément dans un contexte d'influence, de présence économique et politique dans des régions du monde en pleine ébullition. Et puis, il y a cette pomme de discorde qui a pour nom OTAN. Dans ces conditions, quels sont les dangers d'une possible aggravation de la situation, notamment en termes de gesticulation militaire? C'est la question que pose cette édition de Géopolitis. D'abord, il y a eu la Crimée, la reconquête de tout un territoire sur lequel la Russie dit avoir eu depuis toujours des titres de propriété. Colère de Washington. Et puis, il y a eu l'Ukraine, enfin l'Est de l'Ukraine devenu un dangereux théâtre d'affrontement séparatiste pro-russe soutenu par Moscou contre légalistes ukrainiens soutenus par les puissances occidentales. Enfin, il y a la Syrie, devenue en cette année 2015 le lieu de tous les dangers, avec entre autres capitales Moscou et Washington qui disent avoir un but commun, mettre un terme à la tuerie, mais avec des moyens d'y parvenir tellement différents. On insiste ainsi à des bombardements américains qui visent essentiellement l'État islamique autoproclamé. Et puis de l'autre côté, des bombardements russes qui visent et frappent un peu Daesh, mais surtout des mouvements rebelles dont certains sont financés par les Américains. Faut-il sauver et garder Bachar el-Assad ou doit-on se débarrasser du président syrien comme tout préalable au règlement du conflit? Les deux leaders russes et américains se sont, c'est vrai, rencontrés récemment lors du sommet du G20, mais est-ce vraiment en une demi-heure que l'on peut régler le problème? Et pourtant, il y a des images qui donnent une autre tonalité à ce qui est une grande proximité russo-américaine. Ce sont des séquences qui viennent de l'espace, dans cette station spatiale dont on oublie parfois jusqu'à l'existence et qui, mois après mois, année après année, voit des cosmonautes russes et américains, entre autres, coopérer efficacement pour le plus grand bien collectif. Alors revenons sur Terre et voyons un récapitulatif des griefs que Moscou peut notamment formuler à l'égard de Washington et de ses alliés. D'abord un peu d'histoire. Lorsque l'Empire soviétique implose en 1991, on comprend que, par effet d'induction, le pacte de Varsovie, l'alliance militaire des pays de l'Est, va à son tour perdre toute consistance. Dès lors, du côté de l'autre alliance militaire, l'OTAN, on va considérer avec bienveillance la candidature des ex-pays de l'Est avec, en premier lieu, dès 1999, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. 5 ans plus tard, c'est le tour des pays baltes, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Bulgarie et de la Roumanie de prendre le chemin de Bruxelles, siège de l'Alliance Atlantique. À cette époque, on sait déjà que des promesses, peut-être non écrites, ont été violées, celles formulées à l'égard des ex-responsables soviétiques au moment de la réunification allemande, promesse de ne pas accepter l'adhésion à l'OTAN des ex-pays de l'Est ayant une frontière immédiate avec la Russie de Moscou. Une promesse non tenue qui va exaspérer les Russes, alors que par la suite, ce sont l'Albanie et la Croatie qui rejoignent l'OTAN. Dix jours après les événements de Kiev, en février 2014, le président russe formule ce qui sera désormais sa doctrine. Il précise ceci: « Nos collègues de l'Ouest nous ont menti à plusieurs reprises, ils nous ont mis devant le fait accompli. Cela s'est produit avec l'expansion de l'OTAN à l'Est, comme avec le déploiement de diverses infrastructures militaires à nos propres frontières, et surtout avec le déploiement d'un système de défense antimissile. » Et Poutine de préciser: « Il y a des limites à tout. Avec l'Ukraine, nos partenaires de l'Ouest ont franchi la ligne rouge. » Voilà, du côté russe, comment on justifie l'action politique du Kremlin à l'égard de la partie Est du pays et l'aide apportée, officielle ou officieuse, aux séparatistes pro-russes. Là encore,
La Russie de Vladimir Poutine a voulu démontrer qu'elle était devenue ou redevenue une puissance régionale de premier plan et que rien ne se ferait en Syrie sans son aval. D'une part, la Russie veut rappeler qu'elle a toujours été présente dans le pays des El Assad, père et fils, présence militaire avec la grande base militaire de Tartous, seule base russe sur les pourtours de la mer Méditerranée, présence économique également avec une aide financière de premier ordre vouée depuis 3 ans à maintenir en survie le régime du président Bachar el-Assad. Enfin, intervention militaire, aérienne, navale et terrestre depuis le mois d'octobre de cette année, destinée tout à la fois à venir en aide à une armée syrienne en grande difficulté, à démanteler non seulement quelques bases opérationnelles du mouvement Daesh, mais aussi à détruire les infrastructures des mouvements dits rebelles à Damas, ces mêmes mouvements soutenus financièrement par Washington. L'invité de Géopolitis, Paul Valette, qui est chercheur associé au GCSP, le Centre de sécurité politique de Genève. Vous êtes franco-américain aussi. On commence par l'OTAN. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est resté, si j'ose dire, en travers de la gorge de Poutine. Cet élargissement vers chez lui, tout simplement. Tout à fait. C'est le point d'achoppement fondamental dans les relations. Autrefois, on les aurait appelés Est-Ouest, oui, dans une logique de bloc. Et aujourd'hui, Russie-OTAN, mais aussi Russie-Union européenne. Ce qui est assez frappant, c'est que dans la perception, et c'est ça le facteur majeur dans ce problème des relations en ce moment, c'est surtout la façon dont elles sont perçues de part et d'autre. Et dans l'approche russe de cette question, on a fortement l'impression qu'il n'y a souvent pas de différence entre l'élargissement de l'OTAN et l'élargissement de l'Union européenne. Les deux, d'ailleurs, s'étaient faits la même année en 2004. Voire le dossier ukrainien, où il y a vraiment la convergence des deux problèmes. Et évidemment, l'Ukraine est devenue le point de focalisation depuis déjà un avertissement en 2004 avec la Révolution Orange et un nouvel épisode, donc en 2013-2014, où là encore, la Russie a eu l'impression que les Occidentaux essayaient de s'implanter directement dans leur aire de présence traditionnelle. Bon, les Russes disent même, ils le disent très volontiers, qu'à leur avis, c'est les Américains qui étaient derrière ce coup d'État en Ukraine. Alors qu'on a en fait, sur tout le déroulement de l'épisode, des efforts assez forts qui ont été faits par les Européens d'ailleurs. Il faut voir que les États-Unis avaient considéré assez tôt que l'Ukraine était une question européenne et que c'était aux alliés européens d'entreprendre le travail de médiation avec l'ancien président Yanukovych. Et ce sont des efforts qui se sont poursuivis, mais quasiment jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que le gouvernement tombe. Alors, restons dans ce domaine de l'OTAN. Comment les Russes perçoivent l'action actuelle de l'OTAN, qui est un pacte militaire et qui, quelque part, est là pour faire la guerre? C'est ça qu'ils n'acceptent pas, finalement. Puisqu'il n'y a plus rien en face. Qui pose effectivement un sérieux problème. Il y a toujours eu dans la politique soviétique et russe depuis une considération que l'OTAN avait été dès le début dirigée contre l'URSS, alors qu'il faut rappeler, là aussi sur le point de vue historique, que la création de l'OTAN remonte aussi à un désir d'assurer la sécurité collective en Europe, ce qui était le vieux rêve. À la demande de l'Europe. À la demande de l'Europe. C'était le vieux rêve de la SDN des années 30, qui a ensuite été poursuivi dans les années d'après-guerre. Et on peut même rappeler que c'est un des pères de l'Europe, Robert Schuman, qui a été le signataire pour la France du traité de Washington. Alors, on progresse dans le temps. Maintenant, la grosse pomme de discorde, bien sûr, c'est la Syrie. Deux pays qui font la guerre, si j'ose dire, sur un même territoire. La Syrie, ce qui pose quelques problèmes, d'ailleurs, tactiques et techniques. On va où avec cet affrontement entre les Américains et les Russes? Qu'est-ce qui peut en ressortir? De bon ou de mauvais? C'est effectivement très inquiétant parce qu'on est tout à fait dans un scénario qui est inédit dans toute l'histoire des relations Est-Ouest et de l'histoire du Moyen-Orient. On n'avait pas vu de risque éventuellement de collision directe. Alors qu'évidemment, là, on n'est pas dans une situation d'hostilité radicale des États-Unis envers la Russie ou vice-versa autour de la question syrienne. On n'est pas dans un scénario du Vietnam ou de la Corée. Mais en revanche, il y a deux approches qui sont radicalement différentes par rapport au traitement du défi que pose la guerre civile syrienne et la montée en puissance des groupes les plus radicaux comme l'État islamique. Et de ce fait, on cherche depuis la proposition faite par M. Poutine à l'Assemblée générale des Nations unies, on cherche un moyen de coordonner
ces actions russes d'une part et occidentales d'autre part, qui, dès le départ d'ailleurs, ont toujours divergé sur un point central qui était le maintien ou non du régime de Bachar el-Assad. Voilà, encore une fois, c'est une pomme de discorde et ça ne va pas disparaître d'un seul coup, d'un seul. Alors, est-ce que les deux présidents, au fond, ne sont pas liés par leur politique intérieure? C'est ça aussi qui est un facteur... Ça les empêche quand même d'évoluer. Tout à fait, un facteur qui est très important, qu'on sous-estime parfois quand on observe la relation de l'extérieur. Mais il faut bien voir que pour le président Poutine, évidemment, se poser en défenseur de l'intérêt russe face à un achoppement supposé et une hégémonie supposément imposée par les États-Unis, ça c'est un facteur qui porte, très fort auprès de la population russe. Pour les Américains, l'approche et la situation est différente. On est plutôt dans une situation où le président Obama, qui a encore 1 an de mandat, n'a pas besoin d'affirmer que la Russie est l'État ennemi auquel il faut s'opposer. En revanche, ses adversaires politiques, qui eux sont lancés dans la course à la présidentielle pour l'année prochaine, font de la surenchère en rhétorique et veulent démontrer que l'absence de résultats de la politique d'engagement d'Obama vis-à-vis de la Russie démontre en fait une faiblesse structurelle des États-Unis qui serait due au choix politique du président Obama. C'est un argument un peu spécieux parce que si Obama envoie des troupes, on le lui reproche d'être belliqueux, d'être guerrier. S'il ne fait rien, on lui reproche son inaction. Tout à fait. Il a toujours cherché, depuis 2009, à trouver en fait un juste équilibre qui allait réparer, disons, la position morale et politique des États-Unis dans les affaires internationales. Et finalement, ce juste équilibre a été beaucoup plus difficile à trouver parce qu'évidemment, il y a des facteurs extérieurs et il y a la remontée en puissance de la Russie qui s'affirme. En un mot, qu'est-ce qu'il faudrait pour réchauffer cette atmosphère particulièrement glaciale ces temps-ci ? Il y a probablement que du dialogue. Et en fait, le dialogue, c'est ce que ces deux gouvernements sont formés à faire, qu'ils recherchent. Mais effectivement, quand ils sont pris dans l'étau de contraintes de politique intérieure et aussi des faits qui évoluent parfois très rapidement sur le terrain extérieur, le simple dialogue lui-même est indispensable, mais il n'est pas la solution. Merci, Paul Vallet. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au GCSP, le Centre de sécurité politique de Genève. Merci à vous. Merci. Et pendant ce temps-là, comme on dit dans les bandes dessinées, c'est l'affrontement Pékin-Washington qui se poursuit. Renforcement important de la flotte américaine dans le Pacifique, remilitarisation spectaculaire de la Chine dans cette partie du monde. Désormais, des avions et des navires de ces deux membres du Conseil de sécurité de l'ONU se croisent, parfois de très près, et un incident grave est de l'ordre du possible. Tout cela parce que la Chine revendique des droits de souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, revendiquant ainsi sa présence dans la zone des 12 miles entourant par exemple les îlots et les récifs de l'archipel des Spratleys. Revendication évidemment rejetée par les États-Unis qui viennent au secours de leurs alliés dans la région et dépêchent sur place un destroyer. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas une forme de guerre froide non plus, mais c'est une situation de face-à-face qui peut très vite mal tourner parce que, précisément, aucune des deux capitales ne peut se permettre de perdre la face. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos réactions et commentaires à cette thématique d'une confrontation américano-russe, des séquences vidéo, de l'infographie, notre rubrique Vue du passé, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.